On entend bien comme ça? Oui, c'est bon? Je vais prendre le micro, ça sera plus facile. Voilà, je vais vous présenter M. Lalande, mais auparavant, je voudrais vous donner quelques renseignements concernant les buts de l'association qu'on a créée, qui s'appelle donc France-Russie Convergence, et qui a pour objectif de rassembler des orateurs, des intervenants qui ne sont pas nécessairement des gens totalement politiquement corrects. Si vous voulez écouter des informations classiques, vous avez toutes les chaînes de télévision, les radios, les périodiques, les hebdomadaires, vous avez le même son de cloche à peu près partout. Nous, on a organisé pour l'instant depuis 2 ans 4 ou 5 conférences, une en particulier où il y avait beaucoup de monde avec M. Gilles Munier qui a parlé de Tarek Aziz, du Premier ministre chrétien chaldéen irakien. On a organisé des conférences sur la Russie, l'état de la désinformation entre guillemets en Russie. Vous savez qu'on présente toujours M. Poutine comme quelqu'un qui contrôle parfaitement les médias russes, ce qui est certainement faux et qu'il a été démontré par les intervenants qui sont venus il y a 6 mois nous parler de la désinformation entre guillemets en Russie. Moi, je vais vous donner peut-être 1 ou 2 exemples de la façon dont les médias occidentaux désinforment. 1 ou 2 exemples typiques, d'après moi. Vous savez qu'actuellement, il y a en Syrie une guerre civile. Et si vous suivez les informations qui sont données par Midi Libre, par exemple, pour les journaux gratuits, dont au passage on pourrait se demander pourquoi ces journaux sont gratuits, qu'est-ce qu'il y a derrière? Je pense qu'il y a quand même peu de gens qui s'imaginent que c'est une simple charité de la personne qui possède ces journaux, qui a envie de vous informer gratuitement. Il y a bien entendu des buts par derrière tout ça. Et si vous suivez, pour donner cet exemple, les informations sur la Syrie, vous avez tous les jours, un article dans lequel on vous fait le décompte du nombre de morts en Syrie. Hier, je voyais que dans le journal gratuit Montpellier Direct, ou je ne sais pas quoi, là, celui qu'on distribue dans les stations de tramway, qu'on en était à 160 000 morts. Bon, évidemment, c'est terrible, mais ce décompte journalier a pour but, effectivement, de dire que le régime de M. Bachar el-Assad est un régime abominable. On n'a jamais fait cela pour l'Irak. Jamais. Je voulais vous rappeler, et je vais vous donner cet exemple, que pour l'Irak, étant entendu que l'intervention des États-Unis et de certains pays qui l'ont suivi, en particulier pour la première guerre du Golfe, et l'Angleterre pour la deuxième, c'était d'introduire la démocratie en Irak. Il n'était donc pas question de parler de mort ou des conséquences. Aujourd'hui, quand vous lisez les journaux, principalement les journaux américains, parce qu'il faut le dire, hein, les journaux français, Le Monde ou Libération, sont des copies conformes avec 24 heures de délai. Si vous suivez l'information sur le New York Times ou le Washington Post, vous vous apercevez que 24 heures après, vous avez dans Libération ou Le Monde à peu près la même chose traduit. Je résume, mais c'est à peu près ça. Donc vous avez rarement une analyse négative de ce qu'ont fait les États-Unis en Irak. Il y a des explosions pratiquement tous les jours, 100 de morts par semaine. Vous avez ça dans les brèves. Vous allez prendre au Midi Libre, sur les pages internationales, en bas de page, vous allez apprendre qu'une bombe a explosé à Karbala ou à Bassora et qu'il y a eu 15 morts, 20 morts. Voilà. Bah, c'est de la routine. Il n'y a jamais eu d'analyse du nombre de morts en Irak. Pour donner un autre exemple, vous aviez, au moment de la deuxième guerre du Golfe, c'est assez extraordinaire d'ailleurs cet exemple-là, j'avais acheté Le Monde le matin le jour où on avait abattu la statue de Saddam Hussein à Bagdad. Vous savez, on en a parlé, on voyait cette immense statue de Saddam Hussein levant les bras, qui était avec des bulldozers américains, qui était abattu, qui tombait sous les applaudissements de la foule. Bon, un journaliste du Monde, un grand journaliste qui avait fait un article, expliquait le matin même que les gens qui étaient sur place avaient été amenés par un ennemi de M. Saddam Hussein, qui s'appelle Ahmed Chalabi, qui a été quelqu'un qui a participé avec les services de renseignement américains et anglais pour donner des motifs d'envahir l'Irak. En particulier, c'est lui qui apparemment était à l'origine de la divulgation de mensonges tels que l'existence d'armes de destruction massive, la recherche sur les armes nucléaires, sur les armes chimiques, etc., ce qui s'est avéré complètement faux. Donc cet Ahmed Chalami avait fait venir un certain nombre de ses collègues, il avait rempli 2 bus, et ce journaliste expliquait que la centaine de personnes qui étaient sur place n'étaient absolument pas des Irakiens, ou très peu.
C'était des gens qui avaient été amenés en bus par, avec l'intervention de ce monsieur Chalabi et avec l'aide des Américains. Bien. Le lendemain, il y avait une vidéo qui était disponible, qui était en ligne, que j'ai enregistrée. Le lendemain, c'était fini, on n'en parlait plus. C'était la liesse en Irak, la foule était descendue en masse, et depuis, quand on parle de cette statue qui a été abattue, on vous dira pratiquement toujours que c'est une statue qui a été abattue de M. Saddam Hussein, avec les gens enthousiastes qui applaudissaient et qui regardaient ça. Voilà un exemple de désinformation qui est assez typique. Le dernier, pour revenir à la Syrie, si je vous posais la question combien il y a eu de morts en Irak, vous seriez bien incapable de me le dire, probablement. M. Bush a annoncé dans son opération Grand Spectacle, lorsque en 2004 il est arrivé, il a atterri sur un porte-avions et il a dit l'opération est terminée, ça y est, nous avons gagné, M. Saddam Hussein a été déposé, l'Irak est devenu une grande démocratie, il a annoncé 30 000 morts. Bon, certains... Et depuis, on répète, tous les journaux, si vous faites attention, on répète, on ne sait pas trop, entre 50 000 et 100 000 morts. Il faut lire à travers les lignes, dans quelques rares articles, qu'il y a eu en fait plus d'1 million de morts en Irak. Bien sûr, sur Internet, vous pouvez le savoir, il y a des informations parallèles qui vous donnent des sources d'informations sérieuses, fiables, qui vous disent qu'il y a eu près d'1 million de morts en Irak. Je rappelle qu'en 1997, j'ai été en Irak. Je suis allé en Irak au moment du premier embargo et j'avais été particulièrement choqué par cette intervention de Mme Madeleine Albright, qui était ministre des Affaires étrangères de M. Clinton, qui avait, à la question d'un journaliste qui lui disait « Mme Albright, il y a eu près de 500 000 morts, enfants, vieillards, en Irak par suite de l'embargo. Est-ce que vous croyez que ça valait la peine qu'on fasse cette intervention ?» C'était en 1996 ou 1997. Elle a fait semblant de réfléchir quelques secondes et elle a dit oui, je crois que ça valait la peine. Il y a quand même des gens qui ont, il me semble, une âme assez noire pour arriver à sortir quelque chose comme ça. Voilà, pour en revenir au nombre de morts en Irak, le New York Times a sorti un article dans lequel on lit, le titre de l'article, c'est 800 000 veuves en Irak. Bon, 800 000 veuves en Irak. Un seul article il y a eu. On n'en a plus jamais parlé depuis. Il explique, ce journaliste probablement honnête, qu'en Irak, la cellule familiale est extrêmement forte et qu'une dame mariée qui a perdu son mari, dont on laisse entendre dans l'article que c'est par suite du terrorisme et de la guerre, en général reste dans la famille et c'est un frère qui peut l'épouser. C'est une société un peu particulière, l'Irak. Mais on arrive à savoir qu'il y a eu 800 000 veuves en Irak. Si vous ajoutez les veufs, les orphelins et tout ça, vous voyez assez facilement que ce qu'on oublie de nous dire quand on répète régulièrement qu'il y a peut-être eu 100 000 morts en Irak, c'est de la blague, c'est des mensonges. Alors ça, c'est la propagande soft. Peut-être que M. Poutine fait de la désinformation dure, mais nous, on est soumis à de la désinformation soft. Tous les journaux, c'est à base de double éthique, double morale, géométrie variable, et à base de répétition. Les informations sur le nombre de morts en Irak, vous les avez à travers la ligne sur un article en 6 ans, dans lequel, en déduisant que s'il y a 800 000 veuves en Irak, c'est qu'il y a certainement facilement plus d'1 million de morts par suite de cette deuxième guerre de 2003. Mais c'est tout. Alors qu'en Syrie, comme je vous le disais, tous les jours, vous avez le décompte des morts en Syrie. Voilà comment ça fonctionne. D'accord ? La répétition dans les journaux, soi-disant dans les pays démocratiques comme le nôtre, une répétition forcenée, répétée tous les jours. On vous dit qu'en Syrie, c'est la catastrophe, mais en Irak, on ne vous le dira jamais. Et en Libye, c'est pareil. En Libye, on a libéré la Libye de Kadhafi. C'est une véritable pétaudière maintenant. Je ne dis pas qu'en Syrie, c'est mieux, mais probablement que ça se calmera plus rapidement que si on avait laissé les États-Unis, la France, avec M. Hollande, intervenir et bombarder la Syrie. Voilà. Je voulais vous donner ces exemples. M. Hollande, dont je vais vous faire une présentation rapide. M. Hollande a accepté de venir nous parler de l'Ukraine, de la Russie et de l'intérêt d'une collaboration entre les pays européens et la Russie. Ce à quoi je souscris totalement, bien entendu. M. Hollande est diplômé de l'université d'Oxford, il est docteur en philosophie, journaliste, historien. Il a écrit énormément de livres qui sont malheureusement pour la plupart en anglais, mais il y a quelques-unes des traductions, quelques-uns de ces livres qui ont été traduits en français. Vous pourrez lui poser des questions à ce sujet, il vous donnera les titres. Il a écrit en particulier un livre très intéressant sur les jugements politiques depuis Charles Ier en Angleterre, donc, qui a été exécuté au XVIIe siècle, jusqu'à Saddam Hussein.
un livre étudiant la façon dont les politiciens se débarrassent des gens qu'ils ne veulent pas conserver. Il est également journaliste, comme je vous le disais, il a participé à... Il a écrit dans le Guardian, dans le Wall Street Journal, dans le Spectator, dans National Review, je crois aussi, enfin énormément de journaux. Il participe aux émissions de télévision en France sur BFM TV ainsi que sur France Culture. Et enfin, il est le directeur chargé des enseignements d'un institut qui s'appelle l'Institut de la démocratie et de la coopération, qui a son siège à Paris et qui s'intéresse aux problèmes de relations internationales au sens le plus large du terme. Je lui passe la parole pour son intervention sur la Russie et l'Ukraine. Voilà. Merci. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. Alors, je disais que je me réjouis du fait que vous avez parlé de la Syrie, car nous allons en parler aussi. Mais évidemment, mes propos vont porter principalement sur l'Ukraine. Il est habituel dans ce genre de circonstances de remercier les puissances invitantes, et je les remercie bien évidemment, mais je voudrais surtout les féliciter, parce que vous m'avez invité, cher Jean-Claude Manifacier, aujourd'hui le 4 juin, mais ne sachant pas que le 5 juin, demain, le président Poutine arrive à Paris. Et ce soir, pendant que nous parlons, ce soir, il y a une émission, une interview avec Poutine et Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Et vous savez aussi que le surlendemain, le 6 juin, M. Poutine sera sur les plages de Normandie. Alors, si vous êtes lecteur du Figaro, vous saurez aussi que demain soir, le président de la République va dîner 2 fois. Il va dîner très tôt, comme le veulent les habitudes américaines, à 19h dans un restaurant parisien avec le président Obama. Et ensuite, il va se rendre à 21h au Palais de l'Élysée pour un souper où il y aura le président Poutine. Il fait de la gymnastique culinaire pour éviter à ce que les deux présidents se rencontrent autour de la même table. Ils vont se rencontrer le lendemain, 6 juin, vendredi, en Normandie, en présence d'autres chefs d'État. Et on peut être certain que l'ambiance sera glaciale. Et effectivement, les jours semblent bien lointains, n'est-ce pas? Quand en août-septembre dernier, en 2013, il y a moins d'1 an, il y a à peine 8 mois, précisément sur le dossier syrien, on croyait être arrivé de manière totalement inespérée à un accord entre les États-Unis et la Russie sur le dossier syrien. Un accord totalement inespéré et inattendu, car les Américains, vous le savez mieux que moi, s'apprêtaient à bombarder la Syrie. Et on a arraché la victoire au mâchoire de la défaite, si je puis dire, dans la mesure où la Chambre des communes a voté contre, de manière aussi inattendue, contre cette attaque. Et peu à peu, tout cela devenait impossible à réaliser. Pour la petite histoire, je n'exclus pas non plus d'ailleurs sur cette histoire syrienne l'intervention directe du Saint-Esprit, parce que cette série de coïncidences, encore une fois très étonnante, qui a abouti au fait que l'attaque ne s'est jamais réalisée, a succédé de quelques jours à peine la journée de prière et de jeûne décrétée par le pape François, et en fait assez agréablement mise en scène sur la place Saint-Pierre. En tout cas, cet accord qui a été conclu sur les armes chimiques en Syrie était un grand bond en avant, ou semblait être un grand bond en avant, après de longues années d'attaques mutuelles et de reproches entre l'Occident de manière générale et la Russie. Et il a abouti à un accord sur le dossier iranien. Donc du coup, du jour au lendemain, on est passé d'une situation de désaccord assez profond sur tous les dossiers à un accord profond sur les deux dossiers iraniens et syriens. Je pense pour ma part que cette histoire ukrainienne est la revanche des néoconservateurs sur Obama pour avoir voulu et avoir fait avec la Russie sur ces deux dossiers. Je pense que la crise ukrainienne a été déclenchée de manière délibérée et volontaire
précisément pour mettre les bâtons dans les roues d'une entente entre les États-Unis et la Russie. Aussi sur les deux dossiers qui sont évidemment très importants pour les néoconservateurs, le dossier iranien et le dossier syrien. Nous allons en reparler. Je voudrais, pour parler de la crise en Ukraine, pourquoi je parle des néoconservateurs avant de parler de l'Ukraine? Parce que la personne qui joue un rôle clé dans le déclenchement de la crise ukrainienne, c'est le secrétaire adjoint des États-Unis, secrétaire d'État adjoint des États-Unis, Madame Victoria Nuland. C'est elle qui, le 4 février, avait téléphoné avec l'ambassadeur à Kiev, l'ambassadeur américain à Kiev, pour constituer le nouveau pouvoir à Kiev, dans une conversation qui avait été fuitée sur Internet. C'est elle qui dit il faut mettre tel ou tel, il faut mettre Yatsenyuk mais pas Klitschko, il faut tenir Tianhibok à l'écart mais mettre les gens de son parti, etc. Tout cela s'est réalisé le 22 février. C'est elle qui a donc voulu et conçu le putsch du 21 février. Et d'ailleurs, c'est son ambassadeur sur place qui, et nous le savons là aussi grâce à des fuites sur Internet qui ont été publiées en Russie mais non pas en Occident, c'est son ambassade sur place à Kiev qui donnait pendant toute la période des manifestations contre Yanukovych des instructions et des consignes très détaillées comme quoi il fallait que les manifestants fassent ceci ou cela. C'était donc une révolution totalement téléguidée par les Américains, pour plusieurs raisons. Eh bien, Madame Nuland est l'épouse d'un des pires néoconservateurs, Robert Kagan, qui est un des signataires du projet pour un nouveau siècle américain, qui était même sous le régime Bush, qui était considéré comme un des tracts les plus extrémistes et néoconservateurs. Et elle-même, Madame Nuland, avait entamé sa carrière politique comme assistante, je crois, ou comme membre du cabinet de Dick Cheney, le vice-président de George Bush. Tout cela montre d'ailleurs à quel point les néoconservateurs sont au pouvoir, quelle que soit la couleur politique de l'administration américaine. Je voudrais vous parler donc de l'Ukraine, de cette crise en Ukraine qui, à mon sens, a été voulue et créée par les Américains pour nuire à l'accord russo-américain sur les autres dossiers, mais aussi pour nuire à la Russie en général. Car les néoconservateurs sont convaincus d'une chose, c'est que le principal rival géopolitique des États-Unis, c'est la Russie. Et que tout ce qui peut nuire à la Russie sert pour eux aux intérêts américains. Et j'ai souvent eu l'occasion de dire sur les médias que, en fait, dans cette crise ukrainienne, pour la Russie, toutes les options sont mauvaises. Toutes les options sont mauvaises pour la Russie. Il est évident que d'avoir un pays dans une situation de chaos ou de guerre civile, comme c'est le cas maintenant en Ukraine, sur les frontières même de la Russie et sur les terres historiques de la Russie, c'est évidemment un grand fardeau pour la Russie, quoi qu'il arrive. Donc toutes les options sont mauvaises pour la Russie. Alors afin de comprendre cette crise, je ne fais pas partie de ceux qui répètent cette banalité selon laquelle il faut comprendre le passé pour comprendre le présent. Je pense en fait plutôt le contraire. Je pense que c'est en comprenant le présent que nous comprenons mieux le passé. Mais il y a quand même quelques dates de l'histoire qui me semblent quand même très importantes pour comprendre l'actuelle crise en Ukraine. Alors je ne propose pas de remonter jusqu'au Xe siècle, qui est, comme vous le savez, le moment du baptême de la Russie qui a lieu à Kiev au milieu du Xe siècle, vers la fin du Xe siècle. Je ne propose pas de rappeler que pendant 2 siècles, le Rouss de Kiev était un État très puissant, l'État le plus grand sans doute en Europe orientale, avant les invasions tartares. Je ne propose pas non plus de rappeler que l'Ukraine actuelle fait tout simplement partie de la Russie historique, de l'Empire russe et du territoire russe incontesté par qui que ce soit depuis au moins le XVIIe siècle, c'est-à-dire depuis plus longtemps encore que l'Écosse ne fait partie du Royaume-Uni, ou depuis beaucoup plus longtemps que la Savoie ne fait partie de la France. Non, je propose de rappeler 2 dates qui sont absolument déterminantes
Enfin, non pas 2 dates, j'en rappellerai en fait plutôt 4 dates. Mais dans un premier temps, je voudrais en rappeler 2 qui jouent un rôle absolument déterminant dans la crise actuelle en Ukraine. La première date, c'est 1939. En 1939, quand la guerre éclate, quand l'Allemagne envahit la Pologne, comme vous le savez, la Pologne s'effondre, le gouvernement prend la fuite, et l'Union soviétique envahit, si vous voulez, ou occupe une partie orientale de la Pologne, et rattache certains territoires à l'Union soviétique, dont la Galicie. La Galicie, qui est une province historique de la Russie de Kiev. Les princes autrichiens qui vont régner sur ce territoire pendant très très longtemps appellent une partie de cette province l'Odomérien. L'Odomérien, ça vient de Vladimir. On voit donc dans l'appellation même de cette province, ou une partie de cette province, la Galicie, un rappel de la filiation directe avec Saint Vladimir, le prince donc, de Kiev qui reçoit le baptême au Xe siècle. Non, en 1939, l'Union soviétique incorpore le territoire de la Galicie. C'est le seul territoire de l'actuel État d'Ukraine qui n'avait jamais été auparavant partie de l'Empire russe. Et plusieurs des conseillers de Staline avaient déconseillé vivement Staline d'annexer cette partie de ce qui avait été la Pologne auparavant. Tout comme d'ailleurs les ministres du dernier empereur l'avaient aussi mis en garde contre l'annexion de la Galicie. Pourquoi insister sur cette annexion en 1939? Eh bien, d'une part pour souligner que la totalité du reste de l'État d'Ukraine aujourd'hui relève, dans la plus pure continuité historique, des territoires de la Russie, tout simplement, de l'Empire russe, et ensuite bien sûr de l'Union soviétique. Et ensuite pour dire que le nationalisme ukrainien tel que nous le voyons aujourd'hui, qui est un nationalisme extrêmement sectaire et surtout très anti-russe, vient presque exclusivement de cette région-là, de cette région de la Galicie. C'est la région autour de la ville de Lvov, en fait. L'actuel Premier ministre, M. Yatsenyuk, il est originaire, je crois, de Tchernovitz. Tchernovitz est un autre territoire qui a été rattaché également à l'Ukraine. Mais il est tout à fait dans cette moule-là. Malgré le fait que ce territoire n'est qu'une petite partie de l'Ukraine aujourd'hui, c'est là où se trouve le berceau du nationalisme ukrainien. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure, car la question de l'identité nationale de l'Ukraine est tout à fait déterminante. La deuxième date que je voudrais rappeler, parce que je pense qu'elle a quand même une incidence directe, très directe sur ce qui se passe maintenant en Ukraine, c'est la date de 1954. En 1954, Khrouchtchev, le secrétaire général du Parti communiste, décide de transférer par oukase administrative la Crimée de la Fédération soviétique de Russie à la République soviétique socialiste d'Ukraine. Il effectue donc un redécoupage territorial administratif interne de l'Union soviétique, mais il fait cadeau de la Crimée à l'Ukraine. Comme cela est une date récente, 1954, ce n'est pas la Rousse de Kiev quand même, ce n'est pas non plus le XVIIe siècle, c'est quelque chose qui est récent. Cela explique bien sûr en grande partie le fait que la Crimée se soit rattachée au mois de mars de nouveau à la Russie. Il y a une troisième date qui est tout à fait capitale pour comprendre ce qui se passe maintenant en Ukraine, c'est la date de 1991. En 1991, je pense qu'il faut éteindre celui-là, non? Oui, non, vous le laissez parce que... Non, mais ça commence à faire un bruit. Vous m'entendez avec le seul micro? Oui. En 1991, il y a deux événements absolument majeurs qui vont jouer un rôle déterminant partout en Europe, à l'ouest comme à l'est, et qui sont intimement liés. Et j'insiste beaucoup sur ce point.
le 8 décembre 1991, 3 dirigeants soviétiques se réunissent en Biélorussie dans une forêt pour décréter la dissolution de l'Union soviétique. C'est ce qu'on appelle les accords de Bielaveja. Bielaveja, c'est le nom de la forêt. C'est un acte unilatéral signé par les présidents russes, ukrainiens et biélorusses. Les 3 républiques qui avaient créé l'Union soviétique en 1917. Ils se sont donné le droit de dissoudre cette même Union soviétique, même si, bien sûr, elle était composée de 15 et non pas de 3 républiques. Et pour la petite histoire, Hélène Carrère-Dancos raconte comment le président du Kazakhstan, M. Nazarbayev, a appris le lendemain que l'Union soviétique avait été dissoute. Il appelle son copain Boris Yeltsin, il dit « Boris, que fais-tu? Tu étais saoul ou quoi ?» Bien sûr, ça nous arrange d'être indépendants, mais enfin, on ne s'y attendait pas et il faut se préparer. On ne voulait pas le faire comme ça. En tout cas, le lendemain de cette décision de dissoudre l'Union soviétique, le lendemain, le 9 décembre, se réunissent dans la ville néerlandaise de Maastricht les dirigeants de l'Union européenne, ou de la Communauté européenne comme elle s'appelait à l'époque. Ils vont se réunir le 9 et le 10 dans ce qui sera le sommet de Maastricht et qui va aboutir à la signature du traité de Maastricht, signé donc ou conclu le 10 décembre 1991 et puis signé formellement en février 1992. Ces 2 événements sont intimement liés. Pourquoi? Parce que dans l'esprit des architectes de l'Union européenne, de ce qui deviendra avec le traité de Maastricht l'Union européenne, il y avait un vide en Europe suite à la dissolution de l'Union soviétique. Et contrairement à ce qu'on pouvait croire, les dirigeants européens qui, pendant des siècles, pendant des décennies, n'avaient pas cessé de dire qu'il fallait en finir avec le communisme, ont soudainement pris peur devant la perspective d'une dissolution de l'Union soviétique. Je me souviens très bien de cette période-là. Maintenant, avec le recul du temps, nous oublions comment même les mouvements dans les États baltes faisaient peur aux dirigeants européens. Ils faisaient peur aux dirigeants européens puisque les dirigeants européens ont peur des nations. Ils ont peur des nations. Et même si, bien sûr, il fallait dire qu'ils souhaitaient la fin du communisme et la fin de la tutelle de Moscou sur l'Europe centrale et orientale, en réalité, ils avaient peur de se voir déclencher en Europe des nationalismes, des libertés inattendues, et ils se sont décidés à Maastricht de créer une structure pour mater ces nations, à la fois à l'ouest comme à l'est. Vous vous souvenez que le chancelier allemand, Helmut Kohl, répétait incessamment que le nationalisme, c'était la guerre, et donc qu'il fallait dépasser le stade de la nation pour faire en sorte qu'il n'y a plus de guerre en Europe, comme si, sans monnaie unique, la France et l'Allemagne feraient la guerre l'une contre l'autre. Eh bien, la même logique était appliquée à l'Europe orientale. L'idée, en créant la monnaie unique, je répète, le lendemain de la dissolution de l'Union soviétique, c'était en quelque sorte de remplacer la structure supranationale que l'Union soviétique avait représentée et qui avait quand même tenu sous tutelle, bien sûr, les nations de l'Europe de l'Est, par une nouvelle structure supranationale qui devait être celle de la monnaie unique. Et l'idée qui était très clairement exprimée par certains stratèges allemands à l'époque, je pense notamment à un papier publié en juillet 1989, donc bien avant, 2 ans avant ce sommet de Maastricht, par deux conseillers de Kohl à la chancellerie à Bonn. Dans l'idée de ces stratèges, il fallait créer en Europe un pôle d'attractivité qui allait être en quelque sorte un socle pour garantir la stabilité en Europe, parce qu'on avait surtout peur de l'instabilité des nations. Alors, cette dissolution de l'Union soviétique, cela a créé donc une situation inattendue, y compris pour les États concernés, y compris pour les États, pour les républiques anciennement soviétiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure en citant Nazarbayev du Kazakhstan,
Mais c'était le cas pour à peu près toutes les républiques. Personne ne s'attendait à cette indépendance. Et les États ont été bien obligés, sur le coup, d'inventer pour eux-mêmes une identité nationale, une identité étatique, et de ramasser les petites parcelles, n'est-ce pas, qui restaient de l'économie intégrée de l'Union soviétique. C'était un très grand défi. Pour la plupart, ces États sont sortis assez bien, avec bien sûr des hauts et des bas, notamment en Russie, qui a connu dans les années 90 une catastrophe économique et démographique, avec une perte de quelque chose comme 3 millions de sa population, une perte excessive de la population de quelque chose comme 3 millions de personnes. Un effondrement sur tous les plans. Mais pour les autres, qui, même s'ils ont connu un déclin économique considérable, sur le plan de l'identité nationale, ils ont su, plus ou moins, se construire ex nihilo une identité étatique. Chacun l'a fait de sa manière. Les États baltes l'ont fait en se profilant comme la continuité des États baltes éphémères qui avaient existé pendant 20 ans pendant les deux guerres. Le Kazakhstan l'a fait à sa manière, la Biélorussie à sa manière, etc. Pour les États du Caucase, c'était pas très compliqué, ils avaient bien évidemment une vraie nationalité, et ainsi de suite. Mais le défi pour l'Ukraine était particulièrement difficile à relever. Parce que, contrairement aux autres républiques, et je pense que l'Ukraine est vraiment un cas unique, et je le disais bien avant que la présente crise n'éclate, l'Ukraine était vraiment un cas unique. Car, contrairement aux autres États qui pouvaient inventer sur le coup une identité nationale un peu factice, mais quand même, ils pouvaient en inventer une, l'Ukraine était incapable de se profiler comme État et de se profiler comme nation, pour la simple raison qu'il n'y a littéralement aucun accord possible sur l'identité de la nation ukrainienne. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup insisté au départ sur le rattachement de la Galicie en 1939. Les gens de Galicie ont une conception de la nation ukrainienne qui est radicalement différente de celle que peuvent avoir les Ukrainiens ou les Russes qui habitent dans les autres parties de l'Ukraine. Je répète, les autres parties de l'Ukraine ont toujours, à part la parenthèse de la domination polonaise, mais ont toujours historiquement fait partie, et de manière incontestée, de l'Empire russe et ensuite de l'Union soviétique. J'insiste beaucoup sur ce point, car quand il s'agit de l'Ukraine et des rapports entre l'Ukraine et la Russie, il ne faut surtout pas croire que la nation ukrainienne serait comparable, par exemple, à la nation polonaise. Le concept polonais et le concept russe, ce sont deux concepts mutuellement exclusifs. On ne peut pas être à la fois polonais et russe, c'est l'évidence, pas plus qu'on ne peut pas être français ou allemand, quitte à avoir deux parents de nationalités différentes. Ce n'est pas du tout le cas pour la nationalité ukrainienne. La nationalité ukrainienne est une chose extrêmement floue. Non pas, je répète, pour les gens en Galicie, qui ont construit dans leur tête un nationalisme très, très virulent, très anti-russe, mais pour la plupart des Ukrainiens, pour la plupart des habitants de l'État d'Ukraine, c'est très fluide entre être ukrainien et être russe. Nous avons reçu dans notre institut, le 4 février, donc avant la destitution du président Yanukovych, un expert ukrainien qui nous a expliqué de manière très lucide. Dans l'Union soviétique, sur l'état civil, il y avait bien sûr la citoyenneté soviétique, mais tous les citoyens soviétiques avaient aussi une nationalité, formellement, dans le droit. Beaucoup étaient russes, d'autres étaient ukrainiens, arméniens, tout ce que vous voulez. Donc on déclarait formellement sur l'état civil sa nationalité, c'est-à-dire son appartenance ethnique. C'est très exactement le contraire du modèle
français ou britannique ou autre. Eh bien, cet expert que nous avons reçu le 4 février nous a dit, voyez-vous, mon propre père avait sur son état civil comme nationalité ukrainienne, mais mon oncle, issu des mêmes parents que mon père, lui, mettait russe. C'est-à-dire que ça se décline selon des variantes différentes selon la personne. À la limite, on peut le comparer à la nationalité écossaise. Être écossais, c'est assez flou. Pas pour tout le monde. Pour certains Écossais, c'est vraiment un élément constitutif de leur identité. Moi, je viens d'une famille écossaise, côté paternel. Mais je ne me considère pas particulièrement écossais. Mon cousin Germain, lui, qui habite en Écosse et qui est issu d'exactement les mêmes Écossais que moi, lui, il porte un kilt et lui, il se considère écossais. Donc c'est un peu comparable, si vous voulez. En tout cas, quand on sait que, ayant fait partie intégrante du territoire russe historique pendant des siècles, l'Ukraine a donné au monde des personnalités comme Gogol ou Tchaïkovski, ou au XXe siècle, le grand romancier Bulgakov, qui est pas très connu en France ni en Occident de manière générale, mais qui est, pour les Russes, qui est un géant de la littérature du XXe siècle. Tous ces gens venaient d'Ukraine, mais ils écrivaient bien évidemment en russe. Et à mon avis, ils se considéraient sans doute comme des Russes d'Ukraine sans doute, mais comme des Russes. Quand on sait que tous ces gens-là venaient d'Ukraine, on voit bien à quel point il est illusoire et dangereux de faire comme si la nationalité ukrainienne était en quelque sorte exclusive de la nationalité russe. Alors tout cela a rendu bien difficile donc le défi devant lequel l'Ukraine se trouvait en 1991. Et cela explique en partie la raison pour laquelle ce pays est tiraillé depuis au moins la révolution orange entre l'Est et l'Ouest. Vous savez bien qu'en 2004, quand Viktor Yanukovych, qui avait été le premier ministre du président Kuchma, voulait se présenter aux élections présidentielles, il y a eu une énorme dispute autour de ce scrutin qui a abouti à des manifestations grassement soutenues par l'Occident du point de vue financier et logistique. Et on a décrété la révolution orange. On a fait en sorte que le résultat du scrutin du premier tour ne soit pas respecté. On a refait un deuxième et puis un troisième tour. Et finalement, le candidat européen-américain a été élu, Yushchenko. Cette épopée orange n'a duré que 3 ans. Parce qu'en 2007, Yanukovych va remporter les élections législatives. Mais depuis ce moment au moins, le pays est tiré dans les deux sens. Il y a une majorité, je crois, en tout cas une majorité économique qui serait favorable à des relations et à des rapports normaux avec la Russie, mais il y a cette minorité très virulente, basée essentiellement en Galicie, mais aussi avec beaucoup de soutien à Kiev, qui, elle, veut au contraire faire de l'Ukraine une nation anti-russe. Et on voit bien comment l'Ukraine, qui effectivement dans son territoire actuel a à l'ouest des villes comme Lvov et autres, Tchernovitz, qui sont des villes totalement européennes, je veux dire de l'Europe centrale. Lvov est j'ai une partie de ma famille qui est écossaise, mais côté maternel, mes ancêtres sont autrichiens. Eh bien, j'ai des ancêtres polonais qui viennent de cette ville de Lvov. Elle s'appelait Lemberg sous les Autrichiens. Mais ce sont des villes totalement de l'Europe centrale. Pareil pour Tchernovitz, qui est sur la frontière avec la Roumanie et la Moldavie d'aujourd'hui. Ce sont des villes autrichiennes. Cette partie de l'Ukraine se trouve donc très clairement, d'un point de vue géographique et culturel et autres, en Europe centrale. Mais tout ce qui est à l'est, Donetsk et les villes dont nous entendons parler aujourd'hui, elles se trouvent très clairement dans l'ère russe. Ce sont des villes russes, où tout le monde parle russe,
et les habitants se considèrent comme des Russes. Eh bien, l'Ukraine aurait pu être, et est, ou devrait être, un pont entre l'Europe et la Russie. Mais on sait bien que dans des situations de guerre, la première chose que l'on fait sauter, c'est bien les ponts. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant en Ukraine. Alors si on reprend l'histoire de date, vous avez bien compris, je ne fais pas de l'histoire antique, mais je reprends des dates qui sont tout à fait pertinentes pour comprendre la crise actuelle. Il faut quand même rappeler l'année 2008. En 2008, plusieurs choses ont lieu qui vont avoir une influence directe sur ce qui se passe maintenant en Ukraine. En 2008, dans le contexte, je vous rappelle, de la crise financière en général et de la crise de l'euro qui va commencer en particulier, il y a deux événements absolument décisifs qui vont intervenir. Au mois de février, la province serbe du Kosovo va déclarer son indépendance. Ou plutôt, la province serbe du Kosovo va déclarer sa dépendance de l'Occident. C'est un peu hors sujet, mais je tiens quand même à insister sur ce point, car qui lit la déclaration dite d'indépendance du Kosovo se rend bien compte qu'il s'agit d'une déclaration de dépendance de ses protecteurs occidentaux. Le Kosovo est un protectorat, tout comme la Bosnie, et quand les dirigeants albanais du Kosovo ont été poussés par l'Occident à faire cette déclaration dite d'indépendance, ils ont souligné très clairement, non seulement dans la déclaration, mais aussi dans la Constitution, car la déclaration a été ensuite reprise en fait comme la Constitution du Kosovo, ils ont souligné que leur nouvelle Constitution dépendrait du protectorat européen qui va être mis en place à partir de 2008. Donc le Kosovo proclame son indépendance sur le plan formel, mais en réalité devient un protectorat de l'OTAN et de l'Union européenne. Et cette déclaration au mois de février est un facteur qui explique le contexte derrière la guerre entre la Géorgie et la Russie qui va éclater au mois d'août. La Géorgie va attaquer la ville de Tsingvali, qui est une petite ville dans la province que l'on appelle Ossétie du Sud, et cela va créer un flux de réfugiés qui vont s'acheminer vers l'Ossétie du Nord qui se trouve en Russie, et la Russie va riposter dans une opération éclair par laquelle elle va donc envoyer ses troupes en Ossétie du Sud, c'est-à-dire sur le territoire de la Géorgie, un territoire qui, en fait, de fait est indépendant depuis 1992, tout comme l'Abkhazie aussi, sur la côte de la mer Noire. Mais suite à cette opération éclair militaire, côté géorgien d'abord et ensuite côté russe, les deux provinces de la Géorgie, théoriquement, qui, je répète, ont été indépendantes de fait depuis 1992, vont déclarer leur indépendance, et cette indépendance va être reconnue par la Russie. Et c'est à ce moment-là que l'Union européenne conçoit et met en œuvre ce qu'elle va appeler le partenariat oriental. Alors, le partenariat oriental, on est évidemment en Europe, dans l'Union européenne, on est dans la novlangue la plus totale. Le partenariat oriental, c'est en fait une politique d'hostilité stratégique à la Russie et d'encerclement géopolitique de la Russie. On essaye, par le biais de ce partenariat oriental, de ramener dans le giron de l'Union européenne, c'est-à-dire dans le giron de l'OTAN, car depuis le traité de Lisbonne, l'Union européenne et l'OTAN sont liés sur le plan légal. L'Union européenne, depuis Lisbonne, n'a plus le droit d'avoir une politique étrangère et de défense qui serait indépendante ou différente de celle de l'OTAN. On va essayer donc, avec ce partenariat oriental, de ramener dans le giron occidental 6 pays. La Biélorussie, l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et ce partenariat oriental va être mis en œuvre principalement
mais pas seulement, mais principalement, par le ministre des Affaires étrangères de la Pologne, M. Sikorski, qui est un agent britannique, et probablement américain, mais je sais qu'il est un agent britannique. Et qui de toute façon se profile, c'est un secret de Polichinelle, comme un des hommes d'État les plus anti-russes en Europe. Et c'est ce partenariat oriental que l'Ukraine devait signer au mois de décembre ou fin novembre 2013. C'est-à-dire que dans le cadre de ce partenariat oriental, un accord d'association était proposé à ces 6 États. Au mois de septembre, pour la petite histoire, l'Arménie a annoncé son intention de signer l'union douanière que la Russie vient de mettre sur pied. La Russie, il y a même pas une semaine, a créé avec le Kazakhstan et la Biélorussie une union douanière. Et l'Arménie a annoncé son intention au mois de septembre 2013 de signer les accords qui sont proposés dans le cadre de cette union douanière. La réplique de Bruxelles était immédiate. Bruxelles a dit, vu le fait que l'Arménie signe l'union douanière, comme celle-ci est totalement incompatible avec les accords qui sont proposés dans le cadre du partenariat oriental, il n'est plus question que l'Arménie rentre dans le partenariat oriental. Donc c'est Bruxelles qui a coupé les ponts avec l'Arménie en soulignant le caractère incompatible des deux blocs, d'une part de l'Union européenne, de l'autre part de l'Union eurasiatique, ou de l'Union douanière. L'Ukraine, au mois de septembre-octobre, a commencé à vaciller. La Russie avait fait comprendre à l'Ukraine que si elle signait l'accord qui était proposé par Bruxelles, eh bien la zone de libre-échange dont jouit l'Ukraine avec la Russie depuis bien longtemps ne pourrait plus être en vigueur. Tout simplement parce que l'Ukraine recevrait immédiatement sur son territoire beaucoup de produits européens subventionnés, agricoles et autres, industriels, et que ces produits ne pourraient pas accéder comme cela sur le marché russe sans beaucoup nuire à l'économie russe. Et les Russes étaient aussi de l'avis que cela nuirait également à l'économie ukrainienne. Mais les Russes ont dit à Kiev, vous devez choisir, si vous voulez signer cet accord avec Bruxelles, allez-y, mais nous ne pouvons plus mettre en place, nous ne pouvons plus garder la zone de libre-échange que nous avons avec vous. Et quand on sait que la quasi-totalité de la dette ukrainienne est aux mains des Russes, que la quasi-totalité des exportations ukrainiennes vont en Russie, que ce qui reste de l'industrie ukrainienne ne survit que grâce à ces débouchés dans les marchés russes, eh bien les Ukrainiens ont commencé à réfléchir. Et ils ont surtout essayé de jouer un double jeu. Il faut en finir avec cette idée qui est martelée par nos chers médias dont Jean-Claude Manifessier vient de nous expliquer la fiabilité, que l'ancien président ukrainien aurait été pro-russe. En russe, on dit, quand on veut dire avoir le beurre et l'argent du beurre, l'expression russe c'est « traire deux vaches ». Eh bien, c'était bien cela, la politique de Yanukovych. Il voulait traire deux vaches, il voulait jouer l'Europe contre la Russie. Et il s'est embarqué dans une politique de chantage en disant à l'Europe, écoutez, si vous voulez que je signe, très bien, je veux bien signer, mais il me faut de l'argent. Et l'Europe n'a mis sur la table que quelque chose comme 600 millions. Alors que l'Ukraine est au bord de la faillite et a besoin de plusieurs dizaines de milliards. Et la Russie, une fois que Yanukovych avait décidé de ne pas signer cet accord, au sommet de Vilnius fin novembre 2013, M. Poutine a sorti son chéquier, il a donné 3 milliards, c'est-à-dire il a donné une somme qui est 20 fois supérieure à celle qui avait été promise, même pas payée, mais promise par l'Union européenne.
Et c'est donc cette décision qui a, comme vous le savez, déclenché le mouvement qui sera connu comme le Maïdan. Le Maïdan étant la place de l'indépendance à Kiev. Ce mouvement de contestation est au départ un mouvement très hétéroclite, avec des gens venus de des gens de toutes couleurs politiques. Mais progressivement, et notamment à partir du mois de janvier, on s'attendait, et d'ailleurs à raison, que le mouvement allait s'effriter avec l'hiver, que les gens ne resteraient plus longtemps sur la place. À partir du mois de janvier, le mouvement a changé de nature. Là où il y avait effectivement beaucoup de gens venus de la société civile qui contestaient, et on peut les comprendre, la corruption du pouvoir à Kiev, une corruption qui était égale aussi côté orange, c'était aussi grave côté bleu que côté orange. Là où il y avait des gens issus de plusieurs secteurs de la société civile, eh bien à partir du mois de janvier, le mouvement a été repris et contrôlé par ce qu'on appelle le pravi sector, le secteur de droite, qui est en fait un mouvement armé, et un mouvement paramilitaire. Et c'est ce mouvement qui a pris le contrôle sur le plan militaire de ce mouvement de contestation, le Maïdan. Les violences sont considérables. En fait, le mouvement a toujours été violent. Il a été violent dès le départ. Au début de la contestation, les médias occidentaux ont beaucoup insisté sur la violence que la police aurait utilisée contre les manifestants. C'était très exagéré, voire faux, car les manifestants avaient eux-mêmes, même avant la prise de pouvoir par Pravi Sector, avaient toujours été prêts à utiliser de la violence. Et sur les médias russes, on voyait en permanence des photos de policiers quasiment démunis devant un mouvement de contestation armé et violent. Et la situation s'est dégradée au fur et à mesure que le Pravi Sector a pris le contrôle. Et vous parliez tout à l'heure, Jean-Claude, de désinformation. Tout cela a été présenté, bien sûr, dans nos médias comme étant la répression politique. Les violences, on mettait tous les actes de violence sur le dos de Yanukovych, n'est-ce pas? On disait, ben voilà, les gens ne veulent que s'exprimer et on les réprime par la force. Et l'intoxication est devenue tellement forte que Paris Match a pu envoyer un photographe sur place à Kiev qui a fait un numéro, Paris Match a fait un numéro entier qui chantait bien sûr les louanges des manifestants. C'était à la une, c'était quelque chose comme sur les barricades de Kiev avec les manifestants et tout. Et il y avait plein de photos et on voyait bien que le pays était dans un état de guerre civile. On voyait des morts, on voyait des gens blessés, on voyait des incendies partout. C'était littéralement atroce. Vous vous souvenez de ces images? Eh bien, dans ce photoreportage de Paris Match, qui date, je crois, du mois de février, on voit par terre, dans la rue, des cadavres. Mais si on lit le cyrillique, on voit bien qu'il s'agit de policiers abattus dans la rue, ou tués lors des conflits. Pourquoi le cyrillique? Eh bien parce que ces gens portaient des boucliers, c'était à peu près tout ce qu'ils avaient, et sur les boucliers était écrit en cyrillique « milice ». Mais l'intoxication était telle que le reporter pouvait mettre cette photo dans son reportage sans que personne ne s'aperçoive qu'en fait cette photo démontrait la thèse de la répression politique et montrait bien quelle était la réalité, à savoir celle d'un conflit grave et pour nous en fait inimaginable. Moi j'ai dit à plusieurs reprises pendant les manifestations, imaginez-vous un seul instant qu'après la journée de colère, par exemple à Paris au mois de janvier, ou après, je ne sais pas, une des manifestations pour tous, que les gens de génération identitaire armés
avait décidé de prendre d'assaut le ministère de l'Agriculture ou l'hôtel de ville de Paris, comme l'ont fait les manifestants à Kiev, puisqu'ils ont pris d'assaut, ils ont occupé des ministères à Kiev, tout comme à l'ouest aussi des bâtiments publics, qu'ils tuaient dans la rue des CRS, les gens, les policiers, l'équivalent des CRS, des Berkouts à Kiev, étaient abattus dans la rue. Ils étaient tués non seulement dans les conflits, dans les affrontements qui ont eu lieu sur la place de l'indépendance, mais plusieurs d'entre eux ont été abattus dans la rue, les policiers qui étaient ailleurs, qui n'étaient pas dans la zone de conflit. Imaginez-vous un seul instant que cela était arrivé à Paris. Eh bien, c'est ce qui s'est fait à Kiev. Naturellement, avec la bénédiction de nos médias. Et il était donc clair très tôt, comme l'a dit d'ailleurs cet intervenant ukrainien dont je vous parlais tout à l'heure, qui est intervenu chez nous le 4 février, que le pays se trouve en état de guerre civile. Il a dit « mon pays se trouve en état de guerre civile ». C'était avant la destitution du président Yanukovych. Ensuite interviennent les événements du 21 février et du 22 février. Le 21 février, 3 ministres européens, le ministre français, allemand et polonais, toujours le polonais Sikorski, celui dont je vous parlais tout à l'heure, Fabius et Steinmeier, se rendent à Kiev pour parrainer un accord entre l'opposition, l'actuelle opposition, et le président Yanukovych. C'est un moment absolument extraordinaire dans l'histoire de l'Europe récente. Je vous avais parlé au début de mon intervention de Madame Nuland, celle qui avait dicté la composition du nouveau gouvernement le 4 février, toujours le 4 février, dans une conversation fuitée sur Internet. Elle dit à la fin, on va bien faire cela, elle dit à son ambassadeur, elle dit on va faire ça avec l'ONU, et puis elle dit un gros mot que je ne vais pas répéter devant vous, qui se traduit plus ou moins comme que l'Union européenne aille se faire foutre. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans la soirée du 21 février. Puisque l'Union européenne, effectivement, avait parrainé un accord que les Américains, ni les Américains, ni les paramilitaires de Pravi Sector n'avaient aucune intention de respecter. Parce que, au moment où le président Yanukovych signe, comme cela avait été voulu par l'accord, l'ordre à la police de se retirer de la place, quelques minutes après, on lui a expliqué qu'en libérant la place du Maïdan des policiers qui encerclaient les paramilitaires, que les paramilitaires venaient le tuer. Et il a pris la fuite. Il s'est rendu dans son fief à l'est du pays, et le lendemain, sachant qu'il avait pris la fuite, le nouveau pouvoir s'est auto-décrété au pouvoir. C'est-à-dire que le président du Parlement a démissionné ou a été démissionné. Beaucoup de députés ont été menacés de mort. Le nouveau remplaçant, celui qui a remplacé le président du Parlement démissionnaire, s'est nommé lui-même président du Parlement. J'ai sur mon bureau l'acte de nomination de Turchinov comme président du Parlement. C'est signé Turchinov. Turchinov signe sa propre nomination. On décide de passer à l'ancienne constitution. On passe d'une constitution à l'autre. Le passage, bien sûr, à l'ancienne constitution de 2004, ce qu'on appelle la constitution de 2004, n'avait pas été signé comme il fallait par le président. Et donc, on décrète tout simplement un pouvoir, un nouveau pouvoir. C'est un putsch. C'est un putsch. Soutenu par des paramilitaires, en plus. C'est un putsch violent. Et c'est ce putsch et c'est cet effondrement total de la légalité au niveau national qui va bien sûr aboutir, et de manière très rapide, à la déclaration d'indépendance de la Crimée. Il faut préciser que pendant toute cette période qui va du début décembre jusqu'au 22 février, que la Crimée est en pleine ébullition, sans qu'on en parle d'ailleurs nulle part dans le média. Mais moi je le savais puisque j'ai des collègues dans mon bureau, j'ai un collègue dans mon bureau dont le beau-père habite en Crimée. Il est russe, il habite en Crimée. Donc moi je recevais des informations. Les gens ont très
vite, et surtout après le putsch, pris des armes. Ils se sont autoconstitués en unité d'autodéfense. Mais on savait déjà qu'ils étaient prêts à tout moment à déclarer leur indépendance et à faire sécession de l'Ukraine. Eh bien, c'est ce qui s'est fait au moment où le pouvoir légal s'est effondré à Kiev. D'ailleurs, il faut préciser que si, pour le moment, ce n'est que la Crimée qui a été rattachée à la Russie, c'est sans doute aussi pour d'autres raisons, mais il y a aussi au moins une explication légale, c'est que la Crimée, contrairement aux autres régions de l'Ukraine, avait ce qu'on appelle le statut d'une république autonome. À l'intérieur de l'Union soviétique et à l'intérieur de la Russie d'aujourd'hui, tout comme en Ukraine, les régions avaient et ont aujourd'hui des statuts différents. Toutes les régions de la Fédération de Russie, ce qu'on appelle les sujets de la Fédération de Russie, n'ont pas tous le même statut. Certains sont plus égaux que d'autres. Il y a des républiques notamment. La République de Tatarstan, par exemple, qui était une des unités fédérées de la Fédération de Russie. Et bien de même, en Ukraine, la Crimée avait un statut supérieur aux autres régions. Le gouverneur était moitié nommé, moitié élu localement, et ainsi de suite. Donc c'est une des raisons pour lesquelles la Crimée a pu se détacher et a pu revendiquer la légalité, puisque comme le pouvoir à Kiev était très clairement illégal, eh bien il ne restait plus que la République autonome de Crimée qui avait un pouvoir légal. Je pense que ce qui se passe maintenant, et je l'ai dit dans les propos que j'ai tenus au début de mon intervention, est le fruit d'une stratégie américaine voulue pour diviser le continent européen, pour renforcer et créer une hostilité décisive entre la Russie et l'Europe, pour empêcher à ce que les deux parties du continent se rapprochent. Il faut savoir que, vous le savez, j'en suis sûr, qu'une zone de libre-échange transatlantique est en train d'être négociée, secrètement, mais négociée, entre Bruxelles et Washington. On ne sait pas quand il sera signé, mais il sera peut-être signé même cette année. Vous savez aussi qu'à la fin de son mandat comme secrétaire d'État, Hillary Clinton, l'ancien secrétaire d'État américain, a déclaré à propos de l'Union eurasiatique qui vient d'être fondée à Astana, dans la capitale kazakh, que peu importe la nouvelle appellation, dit-elle, nous savons bien qu'il s'agit d'une nouvelle Union soviétique et nous allons tout faire pour l'empêcher. Je cite Madame Clinton. Eh bien, dans l'esprit des Américains, la meilleure façon de briser une fois pour toutes cet élan vers l'Union eurasiatique, c'est de reprendre dans son giron l'Ukraine. C'est un calcul géopolitique à somme zéro. C'est littéralement comme ça qu'il faut comprendre la chose. Et je constate avec étonnement une sorte de psychose, on ne peut pas l'appeler autrement, chez le président Obama, comme chez les dirigeants européens qui dépendent de lui, une sorte de psychose qui consiste à projeter sur l'autre les péchés et les fautes que l'on commet soi-même. C'est-à-dire qu'en ayant cette mentalité d'un jeu à somme zéro entre la Russie et l'Occident, selon laquelle tout ce que moi je gagne, tu perds, et inversement, Obama vient de dire, là maintenant je viens de le lire sur Internet, au Polonais, il est en Pologne, il vient demain en France, il dit, en s'adressant bien sûr à la Russie, il dit, de manière très, je dirais presque impériale, impérieuse en tout cas, il dit « l'ère des empires et des sphères d'influence est révolue ». The days of empire and spheres of influence are over. Bigger nations must not be allowed to bully the small or impose their will at the barrel of a gun or with masked men taking over buildings.
So we will not accept Russia's occupation of Crimea or its violation of Ukraine's sovereignty. C'est fort, n'est-ce pas? Il faut avoir du culot pour dire cela. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre la crise. Quelle peut en être l'issue? Alors il y a, je répète, une situation de guerre civile en Ukraine. Pour le moment, il y a eu, je crois, quelque chose comme une centaine de morts, dont une quarantaine dans des conditions absolument atroces, dont, je répète, nos médias n'ont pas parlé, ou quand ils en ont parlé, ils ont complètement occulté la réalité. Une quarantaine de Russes ont été brûlés vifs à mort dans un immeuble à Odessa par des gens de Pravi Sector. Quand on pense que Manuel Valls voit des fascistes sur tous les coins des rues de Paris, et quand les gens armés qui se revendiquent vraiment, le mot extrême droite est surutilisé, n'est-ce pas, aujourd'hui, mais là, pour le coup, ce sont des vrais. Les gens qui, non seulement se revendiquent d'une idéologie extrêmement droitière, mais aussi et surtout sont armés et violents, quand ils brûlent à vif en jetant des cocktails Molotov dans un immeuble et en tirant sur les gens qui essayent de s'évader par les fenêtres, c'est un pogrom. Imaginez à vous un seul instant si on avait fait ça à des musulmans en France, si on avait enfermé dans une mosquée ou dans n'importe quel immeuble 40 musulmans, si on les avait brûlés vifs. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, néanmoins, les chiffres pour le moment, même si je considère que le pays est en état de guerre civile, les chiffres, il ne faut pas non plus exagérer. Il y a eu, je crois, quelque chose comme une centaine de morts, peut-être 150. Il est possible que la situation va se calmer, car il y a chez les Russes, comme chez les Ukrainiens, et je répète, c'est à peu près la même chose, pas comme les Ukrainiens de Galicie, mais comme la masse des Ukrainiens dans ce qui est l'Ukraine historique, il y a une très forte volonté pour la paix. C'est quelque chose que je remarque beaucoup chez mes collègues russes, mais que l'on voit aussi dans les déclarations que font les dirigeants russes. Les Russes détestent la confrontation, ils détestent l'affrontement. En fait, ils ne sont absolument pas conformes à leur réputation. Moi, je trouve mes collègues russes excessivement timides, excessivement prudents sur tous les plans. Tout le monde a peur des Russes. Moi, je ne les trouve pas assez forts, pas assez musclés souvent dans leur politique étrangère. Et je pense que cet esprit va peut-être prévaloir sur ceux qui veulent la guerre, c'est-à-dire les gens de Galicie qui sont envoyés dans les villes de l'Est ou du Sud avec l'appui de quelque chose comme on parle de quelque chose comme 400 mercenaires américains qui seraient sur place en Ukraine et qui sans doute donnent du soutien logistique et autres aux éléments les plus extrémistes en Ukraine. Même si, et c'est ce que évidemment j'espère, même si la situation se calme, ma prognostic, alors il peut bien sûr être autrement, il est tout à fait possible qu'au contraire les choses vont s'enflammer, que les gens vont commencer à s'entretuer, ça c'est tout à fait possible. Mais si, comme je pense que c'est possible, la situation se calme, je pense que les choses ne vont pas bouger. C'est-à-dire que je ne crois pas, et je n'ai jamais cru, à la thèse d'une invasion russe ou d'une ingérence russe en Ukraine orientale. Pour une simple raison, c'est que les buts russes ont été, si on raisonne en termes purement rationnels, et je pense que Poutine est un homme fondamentalement rationnel, si on raisonne en termes purement rationnels, le principal but politique, géopolitique, a été atteint en Ukraine. Le principal but géopolitique en Ukraine pour la Russie, c'était très simple. C'était d'empêcher à ce que ce pays devienne membre de l'OTAN. C'est tout. Pourquoi ce but a-t-il été atteint? Eh bien, il a été atteint pour la même raison qu'il a été atteint en Géorgie en 2008. Les Américains voulaient récupérer l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN.
Ils voulaient faire de la mer Noire un lac américain. Ils veulent encore. L'opération Éclair du mois d'août 2008, qui revient sur le plan formel d'une occupation russe d'une partie du territoire géorgien, ce n'est pas comme ça que je vois les choses, mais sur le plan formel, il s'agit de cela, rend impossible l'adhésion de la Géorgie à l'OTAN, dans la mesure où une adhésion à l'OTAN implique nécessairement la défense de l'intégrité territoriale de tout État membre de l'OTAN. C'est-à-dire que si la Géorgie entrait demain dans l'OTAN, eh bien l'OTAN serait en guerre avec la Russie, puisque la Russie occupe, si vous voulez, une partie du territoire géorgien. Alors, je crois qu'une guerre entre l'OTAN et la Russie est inimaginable, car ce sont deux puissances nucléaires. La logique de la guerre froide s'applique. Eh bien, la même logique s'applique aussi en Ukraine. Du point de vue occidental, une partie de l'Ukraine est occupée maintenant par la Russie. La Crimée a été rattachée à la Russie. Il y a bien sûr des troupes russes en Ukraine. Eh bien, l'Ukraine, aussi longtemps que les troupes russes restent en Ukraine, avec la Crimée rattachée à la Russie, jamais l'Ukraine ne pourrait adhérer à l'OTAN, car cela impliquerait une guerre entre l'OTAN et la Russie pour la défense de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, tout comme de la Géorgie. C'est la raison pour laquelle, et c'est mon espoir en tout cas, parce que les autres scénarios sont très mauvais, à la fois pour la Russie, enfin tous les scénarios sont mauvais pour la Russie, mais ça serait pire encore, et pire encore aussi pour les Ukrainiens. Mon espoir est que le conflit va devenir quelque chose qui existe déjà partout, non pas partout, mais à plusieurs endroits sur le territoire de l'ex-Union soviétique, que cela va devenir un conflit gelé, ce qu'on appelle un conflit gelé. Il y en a déjà 2 ou 3 sur le territoire de l'ex-Union soviétique. Il y a le Haut-Karabakh, qui est un territoire de l'Azerbaïdjan occupé par l'Arménie depuis 1992. Il y a la Transnistrie, qui est un territoire de la Moldavie sur le plan du droit international, mais qui a fait sécession aussi en 1992. Et ces deux zones, et puis il y a bien sûr aussi l'Abkhazie qui a fait sécession toujours en 1992 et qui a été reconnue comme l'Ossétie du Sud en 2008 par la Russie et par d'autres États, par une poignée d'autres États. Tous ces conflits sont des conflits, ce qu'on appelle des conflits gelés. Le Karabakh n'est reconnu par personne, ni même pas par l'Arménie, de même pour la Transnistrie qui n'est reconnue par aucun autre État, et pourtant ces territoires fonctionnent comme s'ils étaient des États indépendants. Leur existence est très précaire, mais enfin, ils vivent. Je pense, et c'est mon espoir, que la situation de sécession de fait à l'Est, en Ukraine, va devenir un conflit gelé. C'est-à-dire que j'espère que les forces ukrainiennes ne vont pas pouvoir récupérer ces territoires, mais que la Russie ne va pas non plus envoyer des troupes, pas sur le plan formel en tout cas. Tous les autres scénarios sont absolument cauchemardesques, puisque si jamais l'Ukraine commençait à faire une guerre civile, enfin si elle continuait à faire la guerre civile qui est déjà entamée, eh bien ça finirait comme la Yougoslavie. Voilà, je termine avec ça, et nous pouvons peut-être passer aux questions. Oui. Oui.